Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mardi d'octobre 2018. Aujourd'hui, le focus sera porté sur l'IPP de la zone euro. Bien évidemment, tout titre concernant l'Italie sera suivi de très près. On voit qu'il y a une certaine volatilité sur le spread BTP Bund qui a atteint 294 points de base ce matin. Donc plus haut depuis le mois de mai, depuis la formation finalement de la coalition gouvernementale entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord, ce qui devrait faire pression sur les marchés européens, tant sur la monnaie unique que sur les marchés actions, non seulement sur la zone euro, mais j'ai bien précisé européen pour dire voilà, tout ce qui est concernant l'Europe. Voilà, la situation Italie n'a pas uniquement un impact sur la zone euro, enfin sur les marchés actions de la zone euro, mais également et bien ceux de la région Europe globalement. Donc voilà, ce spread c'est le baromètre à suivre, comme vous le savez pour ces incertitudes des investisseurs. Quand ce spread augmente, eh bien c'est un marché européen sous pression, et à l'inverse, quand on a ce spread diminué, eh bien on a un regain de confiance et on peut dans ce cas estimer ou alors s'attendre au moins à une surperformance. Voilà, donc sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors concernant l'étude qui apparaît en fin de ce webinaire qui est en place depuis maintenant à peu près 2 semaines, je vais lire vos commentaires, je vais en prendre connaissance cette semaine, donc je vais mettre fin à cette étude. Merci par avance pour ceux qui ont répondu à cette étude, ça m'aidera à voilà à me focaliser sur des sujets qui vous intéressent davantage et voilà tout simplement répondre à vos exigences le mieux possible. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Tout de suite, comme d'habitude, le briefing d'actualité. Concernant l'AENA, on a la Maison Blanche qui a estimé que le nouvel accord rendra l'Amérique du Nord plus attrayante pour les investisseurs, ce qui devrait provoquer une baisse des investissements étrangers. Et par conséquent, la Chine devrait être plus flexible dans les négociations avec les États-Unis. C'est en tout cas ce que la Maison Blanche, pardon, a indiqué hier. Concernant la macro américaine, on a des signaux divergents à court terme sur l'activité manufacturière. On a l'indice PMI manufacturier de Markit qui a été confirmé à son plus haut de 4 mois, mais celui de l'agence ISM montre un ralentissement plus important que prévu. Donc on a d'un côté une agence Markit qui indique que l'activité manufacturière euh, eh bien croît son rythme le plus élevé en 4 mois, alors que l'agence ISM montre qu'il y a un ralentissement plus important que prévu. Donc voilà, c'est pour ça que sur un mois, c'est pas très important l'indice PMI, mais ce qu'on cherche à savoir, c'est une tendance. Les deux tendances, que ce soit sur enfin la tendance sur l'ISM ou Market, les deux sont haussiers. Mais voilà, on voit que l'ISM commence alors à baisser. Alors, est-ce que c'est une baisse d'un mois pour ensuite avoir un rebond, ou est-ce que eh bien, on a tout simplement l'activité manufacturière a fait un pic. Eh bien, c'est la question que les investisseurs essaieront de savoir les mois prochains. Concernant le Brexit, alors on a enfin selon un haut responsable du gouvernement britannique, cette information a été relayée par Bloomberg, je précise, Theresa May se prépare à présenter une nouvelle offre importante à l'Union européenne dans le but d'ouvrir la porte à un accord. Je vous rappelle que on a les conservateurs qui sont dans en congrès, qui sont réunis pendant 3 jours depuis dimanche. Donc la fin de ce congrès, c'est aujourd'hui en fin de journée. D'ici là, on a Boris Johnson qui s'exprimera sur son plan à lui pour les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc ça sera quelque chose d'assez suivi. Boris Johnson, c'est peut-être, alors c'est pas officiel, mais c'est peut-être le leader en fait des conservateurs qui sont pour le hard Brexit, alors que Theresa May, c'est bien bon, la chef du gouvernement, mais au niveau des conservateurs, c'est celle qui représente en fait le mieux le soft Brexit. C'est celle qui représente, enfin le soft Brexit, pas non plus le soft, parce qu'il y a des conservateurs qui sont encore plus soft que elle, mais elle essaye, Theresa May, de trancher entre les deux, puisque voilà,
faut qu'elle ait le plus de voix possible pour faire passer son projet au Parlement. Et pour le moment, il y a une partie des conservateurs qui ne sont pas d'accord avec le plan Shaker, le plan de Theresa May, hein, et on a surtout tous les partis opposants, c'est-à-dire surtout le parti travailliste, qui est totalement en désaccord avec ce plan. Donc voilà, Theresa May doit trouver finalement des soutiens au sein de son propre parti, tout d'abord, avant de pouvoir en chercher dans d'autres partis. Concernant le Japon, on a Shinzo Abe, le Premier ministre, qui a remanié son gouvernement aujourd'hui, conservant ses principaux ministres, à l'exception du portefeuille de la défense. Donc ça, c'est pas très important pour les marchés, mais voilà, c'était peut-être à noter. Concernant le FMI, on a Christine Lagarde qui a tiré lundi la sonnette d'alarme au sujet de l'économie mondiale, indiquant que la croissance mondiale avait peut-être atteint un plateau. Christine Lagarde a également indiqué que les craintes qui étaient indiquées en début d'année se matérialisent en ce second semestre. Donc en clair, la guerre commerciale. Guerre commerciale qui commence à avoir un impact concret sur l'économie mondiale d'après Christine Lagarde, même si elle n'a pas cité mot pour mot la guerre commerciale. Concernant l'Iran, alors l'Iran a annoncé avoir mené une attaque de missiles et de drones contre des positions djihadistes en Syrie en représailles à l'attentat d'Abbas qui a fait 24 morts le 22 septembre. Je l'ai noté tout simplement parce que voilà, on sait que la situation entre l'Iran et Washington est assez tendue et que Donald Trump souhaite rétabli les sanctions financières contre le régime iranien et pourrait les relever s'il y avait non seulement un accord sur le nucléaire iranien, un nouveau accord meilleur selon lui, et surtout sur les balistiques, ce qui est notamment les lancements de missiles, etc. Donc voilà, peut-être que Donald Trump réagira à cette annonce du régime iranien. Auquel cas, ça pourrait créer une certaine tension. Et vous savez que actuellement, la hausse des cours de pétrole, c'est plutôt drivé par les incertitudes du marché quant à la baisse des exportations qui sera provoquée par le retour des sanctions financières américaines. Le 4 novembre, on a les États-Unis qui vont qui vont interdire les exportations de pétrole iranien. Et on ne sait pas réellement, alors en théorie ça devrait être 100% des exportations, même si ce n'est pas le cas parce que la Chine a déjà indiqué que elle continuera à importer du pétrole iranien. On a l'Union européenne qui est en train de mettre en place un système de paiement pour ne pas passer par les paiements en dollars, parce que tout paiement en dollars est connu par les États-Unis. Donc voilà, l'Union européenne est en train de mettre en place un système, serait en train de mettre en place un système pour contourner ce système américain et afin que les Américains ne sachent pas si l'Union européenne achète et surtout pour combien de pétrole iranien. Donc voilà. En clair, le marché ne sait pas réellement il y aura combien en pourcentage de baisse d'exportation iranienne. Ça ne sera pas 100%. En 2011, lorsqu'on a l'ONU qui avait annoncé ces sanctions financières. Alors là, c'était le monde entier, c'était la Chine, donc Chine, Russie, États-Unis, France, Royaume-Uni, qui avait annoncé donc des sanctions financières contre le régime iranien pour stopper le projet de l'Iran de développer l'arme nucléaire, et ça avait fait baisser à l'époque, il me semble, de 40%, quelque chose comme ça, les exportations iraniennes. Donc vous voyez que même lorsqu'il y avait les sanctions des Nations Unies, c'était une baisse de 40%, c'était pas non plus une baisse de 80%. Donc est-ce qu'on peut anticiper, est-ce que le marché peut anticiper une baisse de 50% des exportations iraniennes parce que Washington va mettre en place des sanctions financières? Ça m'étonnerait. Vu comme cela, ça m'étonnerait. Mais donc voilà, c'est pour ça que le marché fait monter les cours de pétrole, parce que finalement, les investisseurs ne savent pas réellement de combien sera la baisse des exportations iraniennes. Et concernant la RBA, donc cette nuit, on a eu, comme vous savez, la décision des taux. Il n'y a eu aucun changement concernant les taux et la communication de la Banque centrale. Les deux principaux points de blocage restent la consommation des ménages et la croissance des salaires. Voici résumé de la séance américaine et asiatique. Donc Dixie, nouvelle séance de hausse hier. Dow Jones, S&P, Nasdaq en hausse également. Le Russell qui a bien baissé hier. Ce matin, on a vraiment disant qu'il se stabilise, 3,06%. Le yen qui est en hausse,
le excusez-moi, le gold et le Nikkei qui sont en hausse également, et le Shanghai Composite, comme vous le savez, qui est fermé toute cette semaine. Et concernant le calendrier économique, donc comme je vous l'ai dit, alors là, il n'est pas affiché parce qu'il est classifié en faible, mais on a l'IPP de la zone euro, donc on va le voir tout de suite. Voilà, donc tac, alors calendrier économique. Donc voilà, indice des prix à production, 11 heures, attendu à 3,8%. Donc ça sera l'annonce finalement de la journée. Vous voyez qu'on a un discours de Powell à NAB Conference à Boston. Et sinon, vous voyez, globalement, c'est tout, hein. On n'a pas réellement de catalyseur sur le plan macroéconomique de prévu aujourd'hui. On passe dans le vif du sujet. Vous voyez que les devises Como sont en baisse. NZD, AUD, l'euro qui est sous pression à cause de ce spread BTP Bund, le GBP qui est également sous pression. En fait, on a clairement les devises refuges qui sont haussières. Yen, dollar, franc suisse. Yen, dollar, franc suisse, haussier. Donc on a de la version pour le risque ce matin. La version pour le risque ce matin. Ce fameux spread Italie-Allemagne, l'écart de rendement entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand représente 298, vous voyez, si on arrondit, 298 points de base. C'est un plus haut depuis, vous voyez, le 29 mai, lorsqu'il y a eu la formation du gouvernement italien. Donc la résistance, comme vous en doutez, c'est 300 points de base. Si on dépasse ce seuil, ça va être un nouveau coup fort pour, enfin, ça va remettre une pression assez importante sur la monnaie unique. Donc voilà, ça c'est le baromètre pour les marchés européens. C'est-à-dire que tant que cette droite, cette courbe est haussière, l'euro sera sous pression. Et les marchés actions également. Donc c'est pas forcément le meilleur moment d'acheter l'euro, même si on regarde l'euro dollar, voilà. L'euro est sous pression tant que ce spread est haussier. Donc voilà, à surveiller. Vous voyez que ce spread est à un plus haut depuis 2013. Depuis 2013, et la prochaine résistance qu'on voit, elle est autour des 350 points de base. 350 points de base. Et si on regarde donc le spread, là c'est sur 10 ans. Si on regarde ceux à court terme, donc on va mettre le 2 ans. Alors le 2 ans, alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de bruit sur le 2 ans, mais on est loin d'être un plus haut annuel. Vous voyez que le plus haut, donc au mois de mai, c'était 358 points de base, nous sommes à 200. Donc voilà, c'est surtout sur les rendements longs qu'il y a une certaine pression sur le marché obligataire italien. Si vous regardez le 10 ans italien, eh bien il est en hausse. Alors ça c'est le 2 ans. Voilà, 10 ans italien en hausse, plus haut depuis, vous voyez, pas mal de temps, plus haut depuis 2014, alors que l'allemand, le rendement de l'Allemagne est en baisse. Ce qui veut dire que les investisseurs vendent le marché, les investisseurs, pardon, ils vendent le marché obligataire italien, que ce soit le court terme, le moyen ou le long terme, et à l'inverse, achètent du marché obligataire allemand. Du marché obligataire allemand, mais également français. Si on regarde le français, alors il y a une petite erreur de cotation, vous voyez. Donc en baisse depuis le 26 septembre. Est-ce que on a également ce cas de figure, vous voyez, en Espagne, c'est pas non plus acheté, puisqu'on a un rendement qui se stabilise, c'est pas non plus vendu, mais on voit qu'on a une certaine contagion sur les marchés obligataires des pays du sud de l'Europe. Si on regarde le Portugal, c'est en hausse, c'est pas en baisse. Donc c'est-à-dire que pareil, là on a les investisseurs qui vendent le marché obligataire portugais. Donc portugais, Espagne, voilà, on a concrètement une certaine contagion pour le moment qui est contenue aux pays du sud de l'Europe. Donc c'est pas non plus, je dirais, quelque chose d'hyper inquiétant. On n'est pas du tout au stade de la crise de la dette européenne en 2011. Rappelez-vous, en 2011, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, lorsqu'on a eu la crise européenne sur la dette, le 10 ans entre l'Italie et l'Allemagne avait atteint plus de 500 points de base de spread. Et si on regarde entre Espagne, donc tout venait de la Grèce,
Entre l'Espagne et l'Allemagne, c'était du 600 points de base. Et entre le Portugal, c'est encore plus, il me semble. Portugal, vous voyez, c'était du 1500 points de base. Donc on est encore très très loin d'être dans une optique de crise de la dette. Voilà. En tout cas, c'est à surveiller. Et tant que ce spread Italie-Allemagne à 10 ans, hein, eh bien, est haussier, eh bien, l'euro sera sous pression. Vous voyez, nouveau plus haut, encore 300 points de base. On a encore ce matin un marché qui continue à être sous pression. Donc on a le marché obligataire italien qui est vendu. Et si on regarde le MIB, à mon avis, il est vendu également. Puisque qui dit un rendement en hausse dit un marché obligataire qui est vendu et donc normalement un marché action qui est vendu. Oups, excusez-moi. Alors, j'ai ma plateforme qui s'est... j'ai dû cliquer sur un mauvais bouton. Ma plateforme qui s'est coupée. Alors je vais la relancer. En attendant qu'elle se relance, je vais répondre à vos questions. Alors, vos questions. Oui, il n'y a pas de statistique aujourd'hui, excusez-moi. Alors oui, c'est ça, il n'y a pas de statistique aujourd'hui. Raymond, excusez-moi, nouvelle tension avec l'Italie. Alors, nouvelle tension, il n'y a rien de nouveau concrètement hein, sur le budget. Vous le savez, c'est 2,4% du déficit de prévu. Voilà, mais on a en fait ce matin et depuis hier finalement l'Italie et le gouvernement italien qui reste sur sa position et qui affirme que peu importe ce que dira Bruxelles, le budget italien sera de 2,4% de déficit du PIB. Ça ne changera pas, peu importe les commentaires de Bruxelles, puisque ça rentre dans les clous de Bruxelles. Voilà. Donc, et de l'autre côté, on a Bruxelles qui demande au gouvernement italien de revoir sa copie avant de l'envoyer officiellement voilà, à Bruxelles. La deadline, il me semble, c'est le 15 octobre. Hein. Donc voilà, tous les gouvernements de la zone euro doivent envoyer leur prévision du budget de l'année prochaine pour octobre. Si Bruxelles refuse, ce qui n'a jamais été fait hein, réellement, eh bien c'est renvoyé au gouvernement. Ils ont alors jusqu'à décembre pour renvoyer une nouvelle copie et voilà. Donc c'est que des retours de balles ensuite. Alors, je vais juste remettre ma plateforme en place. Voilà. Alors, nous allons passer donc sur le MIB. Hein, c'est ce que je voulais vous faire voir. Et vous voyez que le MIB, il lâche le MIB qui lâche pas loin de 1% ce matin. Donc marché actions européens sous pression alors qu'ils étaient plutôt voilà ils tenaient globalement hier. On avait de la version enfin on avait plutôt de l'appétit pour le risque grâce au nouvel accord de l'ALENA, ce qui mettait un petit peu de l'ombre sur ce spread, alors que ce spread continue à augmenter, hein, ce spread Italie-Allemagne. Mais là, on voit que voilà, l'accord de l'ALENA a été totalement intégré dans les prix, ça y est, en tout cas sur le marché action. Et donc, on a ce nouveau spread qui refait pression sur la zone euro. Et on a le CAC qui lâche les 5500 points, alors qu'il avait clôturé hier au-dessus. Hein. Hier, il avait clôturé, vous voyez, légèrement au-dessus des 5500. Mais on a un gap baissier. Un gap baissier, c'est pas bon, surtout que dans ce genre de configuration, on a généralement une top island. Vous savez que c'est une configuration de chartiste. Alors, je connais pas le nom en français. C'est quand on a ce gap ici de fin de tendance le top et un nouveau gap. Et ça, c'est ce qu'on appelle un breakaway gap. C'est un gap de rupture qui indique généralement une nouvelle tendance. Et dans ce cas, c'est une nouvelle tendance donc baissière. C'est une nouvelle donc, tendance baissière. Voilà, donc ce gap, ce sera un niveau de support à surveiller pour le
CAC 40, le DAX qui perd 0,25 ce matin, qui est en baisse également. L'Italie, voilà, en baisse, qui est revenu à ses plus bas de l'année, comme on peut le constater, donc 20 300 points à peu près. 20 300 points, je pense qu'il peut aller encore un peu plus bas, hein, ce MIB, hein, tant que le spread, encore une fois, Italie-Allemagne est haussier. On aura les marchés actions européens sous pression, mais surtout le MIB. Les marchés italiens, c'est les plus impactés. Donc, que ce soit marché action ou marché obligataire. Donc, le MIB, il y a des fortes chances qu'il enfonce ce support. Voilà, donc baisse des marchés actions européens. À mon avis, il faut plutôt se positionner dans cette tendance en intraday. Donc, avec des points pivots, voilà, faut mettre les points pivots journaliers, chercher un S1, un S2. Mais voilà, globalement, il faut plutôt chercher à vendre, je pense. Les 5100 points, c'est la résistance. Je pense pas qu'on va venir rechercher ce niveau de prix puisqu'il y a le gap entre le prix actuel et 5500. Le gap, c'est un niveau de résistance assez important généralement. Donc voilà, à surveiller de près. Mais voilà, ça m'étonnerait que le gap, que le prix, comment dire, comble son gap. Voilà. Surtout pour le premier gap qui est le gap de rupture, c'est rarement le cas. En fait, quand on a un gap de rupture, normalement le prix ne doit pas combler son gap. Sinon, c'est pas un gap de rupture. Donc voilà. Si le gap n'est pas comblé, aujourd'hui, demain, lors des prochaines séances, c'est-à-dire qu'on est bel et bien dans une nouvelle tendance qui est cette fois-ci baissière sur du court terme. Les bougies 15 minutes donnent quoi? On a un léger rebond du DAX à 9h15. 15 minutes DAX. Alors oui, léger rebond, mais bon, on ouvre quand même en baisse, hein. Vous voyez qu'on a un gap baissier. Un gap, c'est une information clairement baissière. C'est une information baissière. Donc voilà, gap baissier, c'est jamais bon. Ça ne veut pas dire qu'on a 100% de chance qu'on termine en baisse. Ouais, il y a toujours une chance qu'on recomble le gap et qu'on passe au-dessus, mais ça nécessiterait une information généralement fondamentale, positive dans ce cas de figure. Or, pour un moment, voilà, moi ce que je constate, c'est qu'on a ce spread qui est à son plus haut de l'année, son plus haut même pluriannuel, et donc ça doit faire pression sur le marché action. À part si dans la journée, on a une information positive qui permet au spread de se renverser. Je vois pas comment le DAX ou le CAC 40 pourrait clôturer dans le vert aujourd'hui. Voilà. Surtout on voit bien ce climat d'investisseurs qui est confirmé par le Forex. C'est-à-dire que tout ce qui est devises commodities, donc les plus risqués finalement, sont sous pression. Alors que les devises refuges, yen, CHF, dollar, surperforment. Donc on a clairement ce matin de la version pour le risque qui est identifiable via les marchés actions, mais aussi sur le Forex. Donc voilà, pour moi, c'est baissier, hein. Là, on a clairement quelque chose de baissier. Yen bullish, franc suisse bullish, marché action, gap baissier. Voilà. Je vois pas comment on peut être bullish ce matin en intraday sur les marchés actions. Alors, je passe sur le FX avec le yen. Alors, le yen qui rebondit ce matin, comme je vous dis, parce qu'il y a de l'aversion pour le risque. Il y a de l'aversion pour le risque. Toutefois, techniquement, vous voyez que bon, c'est plutôt baissier, hein, dorénavant. On sort par le. Alors déjà d'un point de vue du chartisme, on sort par le bas de ce canal légèrement haussier ou de ce range, hein, peu importe voilà la perspective que vous avez, mais dans les deux cas, on sort par le bas ces deux configurations chartistes. Et d'un point de vue d'indicateur de tendance, en dessous la moyenne mobile à 50, en dessous la moyenne mobile à 200 jours, et lagging span sous le nuage. Donc il n'y a pas beaucoup d'arguments positifs pour le yen, mis à part que ce matin il rebondit. Vous voyez que même le RSI, il n'y a pas réellement de divergence. Il n'y a pas réellement de divergence sur le RSI. Alors, il y en a une très très légère, mais bon, on reste dans un momentum qui est clairement vendu. Donc voilà, je pense que ça y est, le yen, bon, faut clairement chercher à le vendre dorénavant. Techniquement, on n'a plus d'arguments en faveur d'une hausse. Encore il y a une semaine ou deux, voilà, on était en bas du range et en bas de ce canal légèrement haussier. Donc voilà, les positions acheteuses pouvaient enfin voilà, c'était possible d'envisager des positions acheteuses. Mais là, concrètement, d'un point de vue analyse technique, ça me semble assez compliqué. Donc voilà, yen,
c'est baissier. Et tant qu'on n'a pas de nouveaux signaux bullish, je resterai eh bien baissier pour le coup. Et vous voyez que le RSI indique parfait un momentum qui est baissier puisqu'il est sous 50. NZD, AUD, reprise de la baisse, on voit. Alors baisse pareil qui est identifiable tant via l'indicateur de momentum RSI que l'analyse du prix. Hein. Voilà, c'est il n'y a pas de doute là-dessus. NZD et AUD, c'est les devises honnêtement les plus intéressantes à vendre pour le moment. Euro, c'est baissier. Et vous voyez que l'euro revient en bas de ce canal, enfin, il est en train en tout cas de se diriger vers le bas de ce canal ascendant. Si on a un retour en bas de ce canal ascendant, ça serait une opportunité d'un point de vue du prix pour se positionner à l'achat. Voilà, donc on voit que le spread Italie-Allemagne est en hausse, 7 euros est en baisse, et pour le moment, il n'est pas proche d'un support. Et même le RSI, vous voyez qu'il s'approche de cette oblique, n'y est pas encore. Donc, perspective encore baissière pour l'euro index, je dis bien, ce qui ne veut pas forcément dire que l'euro-dollar va s'enfoncer sous un 15, mais voilà, concrètement, on a l'euro qui est sous pression, c'est ce qu'il faut retenir de ce graphique. Voilà, donc l'euro index qui confirme les tensions sur le marché européen illustrées par le spread Italie-Allemagne, qu'on va superposer tout de suite. Voilà, donc euro index, spread. Oups, alors j'ai pas mis, faut pas mettre comparé. Pour le coup, faut mettre superposé, donc ajouter un symbole. Donc Italie. Donc je remets le spread que je vous ai fait voir. Et là, vous voyez, donc corrélation forcément qui est négative entre les deux. Si j'ajoute un indicateur corrélation, comme ça va parler à tout le monde et au moins ce n'est pas voilà du blabla, on aura un chiffre. On aura un chiffre utilisable. Donc je remets spread Italie Allemagne avec ce corrélation entre ce spread et l'euro index. On va mettre cette corrélation, disons, alors là on est sur 200 séances. On va le mettre depuis finalement qu'on a ces incertitudes en Europe, enfin en Italie. Ça date du printemps dernier. On le voit, c'est à partir d'ici, donc avril. Donc de avril à aujourd'hui, nous avons 114 barres, comme vous pouvez le constater. Donc on va mettre une corrélation à 100 périodes. 100 périodes. Et là, pour le coup, donc, la corrélation est nulle. Alors, c'est étrange. Alors qu'elle devrait être négative. Alors, 100 périodes, peut-être que j'ai fait une faute. Italie. Normalement, elle devrait être négative. Et là, on a une corrélation qui est nulle. Très étrange. Alors, peut-être que la période n'est pas bonne. Alors, donc, sur 50 périodes, il y a une corrélation négative. Et normalement, elle devrait être beaucoup plus négative. Alors, pourquoi sur 200 la corrélation est extrêmement négative. Vous voyez, donc sur du long terme, elle est extrêmement négative. Ce qui est étrange, c'est que sur 100 périodes, la corrélation est nulle. Alors que pour ma part, elle me semble extrêmement négative. Vous voyez, 100 périodes, c'est depuis ce moment-là à peu près. Vous voyez, on a concrètement une corrélation qui est négative. Et à court terme, pour le 20 périodes, moins 80%. Sur du court terme, la corrélation est extrêmement négative. Voilà. Et on le voit d'ailleurs par période. Il y a des périodes où la corrélation devient positive. Mais vous voyez que depuis mai, finalement, si on devait faire en termes de proportion, on a, disons, de vue 2/3 du temps où la corrélation est extrêmement négative. Donc voilà. C'est cette information qu'il faut surveiller. Je ne sais pas pourquoi sur 100 périodes, la corrélation est nulle. Ça me semble assez étrange, mais bon. Voilà. On voit sur du long terme, 200, c'est négatif. Sur du 50, c'est négatif. Et sur du 20, c'est extrêmement négatif. Voilà, donc corrélation négative. Donc qui dit hausse de ce spread dit baisse de l'euro index. Baisse de l'euro index. Au niveau du GBP, toujours sous pression. Rien de nouveau depuis hier. Le franc suisse qui rebondit très légèrement, mais vous voyez qu'en fait il respire, hein, ce franc suisse. Il est dans une tendance haussière. Donc c'est normal qu'on a ce retracement. Est-ce qu'on a fait un point haut
de long terme et qu'on rentre dans une tendance baissière pour venir chercher, vous voyez, ce niveau de prix, ou est-ce que finalement on est que dans une correction avant une nouvelle phase haussière? Ça va beaucoup dépendre de la situation en Italie parce que vous savez que le franc suisse est alors tend à être corrélé positivement au spread Italie-Allemagne, même si ce n'est pas le cas depuis, vous voyez, à peu près 10 jours, parce que la BNS qui a revu à la baisse ses prévisions d'inflation de long terme. Donc forcément, ça déçoit les investisseurs et ça prend le dessus sur le spread Italie-Allemagne. Mais concrètement, la hausse du franc suisse depuis le mois de mai, c'est uniquement, je dis bien, à cause des incertitudes en Europe. L'USD index à moyen long terme, je reste baissier tant que cet index reste sous cette oblique en noir. Voilà, comme je rappelle, c'est la borne haute du canal baissier. Maintenant, on voit qu'il est bullish le dollar. Donc voilà, il y a une toute petite marge de hausse. En intraday ou en swing trading, voilà, on voit qu'on a une marge de hausse. Donc faut s'attendre à ce que le dollar continue à se renforcer à court terme, je dis bien. Mais à moyen terme, encore une fois, tant qu'on reste sous cette oblique, tant qu'on reste dans ce canal baissier, je resterai avec des perspectives baissières sur du moyen long terme. Voilà, donc dollar à court terme, c'est haussier. CAD, bon, c'est haussier. Là, pour le coup, c'est la devise à être à l'achat, bien qu'on ait beaucoup des informations, enfin, de cet accord de l'ANA qui soit pricé, on n'a pas encore finalement le marché qui s'est totalement forgé une nouvelle opinion sur le nouveau rythme de hausse des taux, la Banque du Canada, parce que ce nouvel accord de l'ANA devrait lever le voile, enfin lever la zone d'ombre de la Banque du Canada sur les perspectives économiques du pays à moyen terme, parce que je rappelle depuis le début de l'année, même depuis l'année dernière, depuis le début des renégations de l'ANA, on a dans le communiqué de la Banque du Canada une petite phrase qui stipule que voilà les politiques, la tournure des politiques commerciales internationales, sans faire référence à Washington, eh bien pose un doute, enfin est une source d'incertitude pour la Banque du Canada. Donc maintenant qu'on a un nouvel accord, la Banque du Canada, si elle juge que voilà, c'est pas un mauvais accord d'un point de vue économique, elle devrait accélérer son rythme de hausse des taux parce que voilà, faut pas qu'elle prenne non plus trop de temps à relever ses taux, la Banque du Canada, parce que comme vous le savez, bon, la récession américaine, on en parle, ça va peut-être pas être l'année prochaine, ça se trouve, ça ne sera pas en 2020, mais voilà, concrètement, la récession américaine, elle est au bout du tunnel et elle s'approche. On ne sait pas réellement quand est-ce qu'elle va avoir lieu, mais elle s'approche, je dirais pas dangereusement, mais voilà, on n'est pas loin, on sent que voilà, le marché n'est pas loin d'anticiper une récession américaine. Et lorsqu'on a récession américaine, c'est pas bon pour l'économie mondiale. En plus de cela, on est dans une phase où l'économie chinoise ralentit, c'est normal. C'est normal parce qu'elle devient de moins en moins un pays émergent, même s'il a encore beaucoup à faire pour être au même, pour avoir un PIB par habitant équivalent aux ceux des pays développés. Mais voilà, concrètement, on a une économie chinoise qui ralentit et on a potentiellement une économie américaine qui a fait son poids haut cette année et qui va commencer à ralentir de plus en plus. Et voilà, comme vous savez, pour le baromètre pour la récession américaine, c'est le spread entre le 10 ans et le 2 ans américain. C'est ici. Donc vous voyez, ce spread est à 24 points de base. Donc c'est l'écart de rendement entre l'obligation souveraine à 10 ans et celle à 2 ans. C'est le fameux aplatissement de courbe des taux. Et généralement, dès qu'on a ce spread qui atteint 0, on a une récession qui arrive 6 mois à 1 an après. Donc voilà, dès qu'on a ce spread qui arrive à 0, pas de stratégie acheteuse sur les marchés actions américains. Et faudra s'attendre à une récession américaine et donc potentiellement une politique monétaire de la Fed qui va devenir accommodante à nouveau. Voilà. En tout cas, pour le moment, on a une économie qui est bonne, on a la Fed qui est engagée dans un cycle de taux. Donc, si la Banque du Canada peut accélérer son rythme de hausse des taux, elle doit le faire. Et c'est ce qu'elle fera très probablement. C'est en tout cas ce que le marché est en train d'anticiper. Le marché n'a pas encore totalement anticipé cette accélération du rythme de hausse des taux, mais il est en train de le faire. Si je regarde la situation macroéconomique au Canada, elle est globalement excellente. Alors, il n'y a rien de parfait, mais elle est globalement très bonne.
Et c'est pour ça que la Banque du Canada a, dans ce contexte de renégociation de l'ALENA, a déjà relevé ses taux 3 fois. 3 fois en un an. Alors qu'il y a quand même des incertitudes sur l'ALENA. Donc imaginez que maintenant il n'y a plus d'incertitudes sur l'ALENA et que cet accord convient aux économistes de la Banque du Canada. On ne devrait pas avoir 3 hausses des taux d'ici un an, mais on pourrait en avoir 4, voire 5. Vous voyez. Donc, ces hausses des taux, cette accélération des rythmes hausses des taux, c'est positif pour le marché, pour le dollar canadien, tout simplement. Peut-on prendre en compte plusieurs infos comme les spreads? Alors, ça dépend pour trader quoi, Philippe? Alors, alors, je regarde. Alors, Philippe qui nous dit merci. Sinon, est-ce qu'on peut avoir un indicateur haute que RSI qui donne la force d'un mouvement avec la volatilité, par exemple, qui augmenterait? Écoutez, l'indicateur de momentum, concrètement, stochastique, MACD, RSI, c'est les mêmes indicateurs. Concrètement, vous n'avez pas de nouvelles informations avec ces nouveaux indicateurs. Quelles informations utilisent le RSI, la MACD, le stochastique ou tout autre oscillateur de momentum? Eh bien, ces indicateurs utilisent les données du prix. C'est juste que c'est matérialisé d'une façon différente. Mais concrètement, c'est pas comme des volumes. Les volumes donnent une nouvelle information. Les volumes, vous pouvez pas les calculer selon la variation du prix, d'accord? Mais les indicateurs de momentum, concrètement, c'est juste un affichage du prix différent. Mais elles vous donnent pas des nouvelles indications. Elles vous permettent de mettre en valeur certains environnements de marché. Voilà, donc concrètement, RSI, stochastique, MACD, c'est globalement la même chose. Et si vous superposez les trois, vous allez voir que vous allez avoir globalement les mêmes scénarios, enfin quasiment les mêmes signaux au même moment. Voilà. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de mettre trois, par exemple le stochastique, le RSI et la MACD en même temps. Ça ne sert strictement à rien parce que les trois se servent des mêmes données. Breaking news, Macron empêche Colombe de démissionner, instabilité du gouvernement. Alors, ça devrait pas avoir un impact sur les marchés. Hein. Ça devrait pas avoir un impact sur les marchés, surtout que voilà, Colombe c'est pas le ministre de l'économie. Le marché, les investisseurs, ce qu'ils font attention, c'est surtout tout ce qui est relatif à l'économie. Et donc voilà. Bon, ça devrait pas avoir un impact. D'ailleurs, si on regarde le 10 ans français, encore une fois, on l'a vu ce matin, mais le 10 ans français, il n'est pas en hausse. Vous voyez, il n'est pas en hausse. Et s'il n'est pas en hausse, ça veut dire que, et vous voyez, même il est en baisse, c'est-à-dire que le marché obligataire français est payé, est acheté. La dette française est achetée. Donc voilà, ça va pas créer une source d'incertitude hein, sur les investisseurs. Si c'était le maire de par son poste de l'économie, dans ce cas-là, ça aurait été plus probable. Mais quand c'est un ministre, vous voyez, qui est en dehors de tout ce qui est la finance ou l'économie d'un pays, bon, c'est pas non plus quelque chose de très très important. Vous voyez par exemple au Japon, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, on a eu la démission, enfin on a eu un remaniement pardon du gouvernement. Le ministre de la Défense qui a dû partir. Pourtant, on n'a pas le yen qui est baissier. Voilà. Et il n'est pas haussier grâce à cette annonce. Il est haussier parce qu'il y a de la version pour le risque. Bref, peu importe. Donc, pour revenir au vif du sujet, donc le forex, l'euro-dollar, on va venir chercher les 1,1530. Donc c'était mon article d'hier. Voilà, voilà, on est venu chercher ce niveau-là. 1,1530, c'est quoi? C'est simplement le plus bas de septembre. Vous voyez, 1,1530, c'est ce plus bas sur lequel le cours avait rebondi. Donc là, on est sur la résistance, le support, pardon, qui, sur du moyen terme, est clairement intéressant pour se positionner à l'achat. Alors techniquement, on n'a pas de signaux. On n'a pas de signaux, on n'a pas d'avalement haussier comme on avait, vous voyez, ici le lundi 10 septembre. Apparemment, c'est baissier, donc c'est pas en termes de timing le moment de se positionner à l'achat, mais on est sur un niveau de prix où les acheteurs pourraient se manifester. Donc c'est à surveiller. C'est à surveiller concrètement cet euro-dollar, bien qu'on ait ce spread Italie-Allemagne qui continue à se tendre, qui est à 300 points de base. Là, on arrive sur un niveau de prix important. Il peut être dépassé si on a ce spread Italie-Allemagne qui dépasse les 300 points de base. Mais voilà, là, on est sur un niveau de prix qu'il faut surveiller à tout prix. Encore une fois, c'est pas le moment de passer à l'achat parce qu'on n'a pas de signaux haussiers. On n'a pas de signaux haussiers techniquement. Sur du 4 heures, on n'a rien. Sur du 1 heure non plus.
voyez. Donc voilà, que ça soit sur du court ou moyen terme, c'est pas le moment de passer à l'achat sur euro-dollar. On attend un signal bullish. Voilà, donc à noter que là le CAC est, enfin le CAC, pardon, l'euro-dollar 1,15, donc sub psychologique, plus bas de septembre, et également le nuage Ishimoku. Voilà, donc là on est sur vraiment un puissant niveau de support. Puissant niveau de support. Je pense que l'euro peut se vendre face au CAD, parce qu'on sait que le CAD, voilà, c'est la devise qui superforme en ce moment. Et voilà, on voit qu'on est dans une tendance baissière, alors qui n'est pas illustrable via une oblique. Vous voyez qu'on n'a pas une oblique qui vient chercher tous les sommets de façon alignée, mais on a par contre des sommets des creux qui sont de plus en plus bas. Donc c'est baissier pour l'euro CAD. Et là, concrètement, ça me semble assez logique qu'on vienne chercher à terme cette oblique haussière. Alors, si on se met sur le graphique hebdomadaire, l'oblique donc qui est alors journalier, donc EuroCAD journalier. On va se mettre sur 1000 périodes. Vous voyez qu'on a cette oblique là qui a que 2 points de contact. C'est assez logique qu'on vienne chercher ce niveau de prix. Sur de l'hebdo, est-ce qu'on n'a pas une divergence, quelque chose comme cela? Pas de divergence, vous voyez, mais pareil, on a une baisse, on est en dessous de la moyenne mobile à 50, 20, 100 semaines. La moyenne mobile à 200 semaines est à 1,46 et quelques, donc ça sera un prochain niveau de support. Mais vous voyez qu'on est en dessous également de, comment dire, du nuage. Qu'est-ce que nous dit alors? Qu'est-ce que nous dit la Greenspan? La Greenspan, il est au-dessus du nuage. Donc on n'a pas encore de tendance haussière qui est clairement confirmée sur du long terme, parce que là on est sur du graphique hebdo, je vous rappelle. Mais par contre sur le graphique journalier, bah, c'est indiscutable. Vous tradiez avec la moyenne mobile à 200 jours ou avec Ishimoku, les deux indicateurs indiquent que vous êtes dans une tendance baissière. La Greenspan, sous nuage, pris sous toutes ces moyennes mobiles, 50, 200, 100, 50, 20 jours. Donc c'est baissier sur du court, moyen terme et même long terme pour le moment. Donc voilà, ça me semble assez logique que l'EuroCAD aille chercher cette oblique. En plus, on a eu un gap baissier hier, donc stop au-dessus du gap. Au-dessus du gap et voilà, on vient chercher les 1,44 et quelques. Vous savez que le CAD, j'avais donné hier également des scénarios baissiers face à l'AUD ou face à la UONZD. Alors je ne sais pas si c'était dans le webinaire. En tout cas, j'ai fait un article à ce sujet hier sur du LFX. Et voilà, concrètement, le CAD, ça s'achète face à l'AUD, face au NZD, face au dollar, face à l'euro. Voilà, et donc le CAD, voilà, EuroCAD, stop de 192, et si on vient chercher l'oblique, c'est du 300, plus de 300 pips, donc ça fait un ratio risque-rendement inférieur à 2, ce qui nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse pas. Voilà, donc au prix actuel, c'est pas intéressant. Maintenant, si on a un pullback au S1 mensuel, là par contre, vous voyez S1, 130 pips de risque, 130 pips de risque pour du 300, plus de 300, 400 pips de gains. Là, par contre, ça serait intéressant. Si on a un pullback au S1, pourquoi pas vendre l'EuroCAD. Mais voilà, donc EuroCAD baissier, USD4 pareil, hein, on a les mêmes signaux, pris sous toutes ces moyennes mobiles et la Greenspan sous nuage. Donc là, encore une fois, l'USD4, c'est baissier jusqu'en bas de son canal ascendant, c'est-à-dire 1,26 et quelques. Pareil au niveau du CAD, donc AUD CAD, NZD CAD, AUD4, vous savez que AUD et NZD, moi, c'est deux devises donc je suis extrêmement bearish dans ce contexte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui semble loin d'être terminée. Hein, et on n'a pas réellement d'avancée positive entre les deux. Donc, tant qu'on n'a pas d'avancée positive, bien l'AUD et le NZD restent sous pression malgré le rebond des devises des commodities. On voit le CRB Index, petite parenthèse, mais donc le CRB Index sur un an, ouais, qui repasse au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances, repasse au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances. Alors, ce CRB Index, il est un petit peu biaisé par le pétrole, puisque en fait, dans cet index,
de matières premières, la composante la plus importante, c'est le pétrole. Le pétrole représente 23% de cet index. Puisque le pétrole est extrêmement haussier, et bien forcément, on a le CRB index qui est bullish. Mais si on regarde, par exemple, cet indice qui est l'indice Dow Jones Commodities des métaux, finalement, celui-ci est encore baissier. Il consolide, on a une divergence, mais il est toujours baissier. Et vous savez que l'AUD est surtout corrélé aux métaux. Donc, bien qu'on ait le CRB Index qui rebondit fortement ces dernières séances, on a cet indice de métaux industriels qui est toujours sous pression. Et c'est pour ça que l'AUD ne s'achète pas, même si on a le CRB qui est haussier. Donc, voilà. Concrètement, l'AUD et le NZD, vous connaissez mon opinion sur ces deux devises, je suis baissier. Et voilà, la UDCAD, dans un premier temps, on vient viser 0,90. Alors là, on peut clairement se mettre sur de l'hebdomadaire, hein, parce que les guerres commerciales États-Unis-Chine, ça va pas être résolu d'aussitôt, à mon avis. Donc voilà, la UD, ça se vend, pas seulement sur du court terme, mais également sur du moyen long terme, je pense. Donc la UDCAD, voilà, on vient chercher les 0,85, 80. Concrètement, c'est raisonnable, je pense, d'aller chercher ce niveau de prix d'ici plusieurs mois. Pareil pour le NZD CAD. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de stratégies d'achat CAD, hein. Comme je l'ai dit, face à l'euro, face au dollar, mais surtout face à l'UD et le NZD, le CAD s'achète. NZD CAD, même topo. Vous voyez qu'on est dans une tendance baissière, que ce soit sur de l'hebdo ou du journalier, un prix sous toutes ces moyennes mobiles, lagging span sous nuage, voilà, c'est baissier. Si on met un RSI, là on a un stochastique, mais même le stochastique indique qu'on est en survente. Donc survente, c'est pas un signal haussier, hein. Le survente, c'est un signal haussier dès qu'on en sort par le haut, enfin dès qu'il y a un croisement à la hausse, mais tant que le momentum est en survente, ça veut dire qu'on a un momentum extrêmement baissier. Et c'est donc pas le moment de se positionner à l'achat. C'est lorsqu'on a le rebond du momentum que là, à la rigueur, la question se pose. Mais tant qu'on n'a pas de rebond du momentum, encore une fois, la question ne se pose pas. Donc là, le NZD4, c'est baissier, baissier, et un retour à terme à 0,80 me semble clairement possible. Donc là, on a 450 pips de baisse devant nous, hein. Donc tout pullback, tout rebond, encore une fois, le NZD4, eh bien, ça se vend. Ça se vend. Donc la clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, vente. Vous voyez, ouais, il y a un tas de signaux qu'on peut exploiter. Soit on vend à chaque breakout, à chaque nouveau plus bas annuel, on vend. Soit on attend le croisement à la baisse, soit on attend les pullbacks. Voilà, il y a différents types de stratégies. Soit on vend avec le stochastique. Vous voyez, le stochastique dès qu'il se croise, ça peut se vendre. Voilà. En tout cas, NZDK, la tendance, elle est indiscutablement baissière sur du journalier et même de l'hebdomadaire. Alors que, voilà, sur du long terme, face à l'euro ou face au dollar, c'est un petit peu plus discutable. Mais face à l'OUD et le NZD, c'est voilà, il n'y a aucune question à se poser. Tant qu'on a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et vu le communiqué de la Maison Blanche hier qui indique que voilà, ce nouvel accord de l'ANA va permettre un retour des investissements massifs en Amérique du Nord, et donc ça devrait faire pression sur les investissements en Chine, ce qui permettra plus de fragiliser le gouvernement chinois. En clair, c'était ça, hein, le discours. Eh bien, c'est clairement pas un message positif pour, optimiste pour un accord entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, tout peut arriver, on sait, mais on doit jouer avec les probabilités, et pour le moment, les probabilités sont contre un accord États-Unis-Chine. Donc, vente NZD, vente AUD, tant qu'on n'a pas des perspectives plutôt optimistes, ou en tout cas qui s'améliorent. Et je passe donc déjà à vos questions, et ensuite je réponds, et ensuite, pardon, je passe aux commodities. Donc, merci. Peut-on avoir les variations par secteur de l'Eurostoxx 500? Alors, à mon avis, c'est le Stoxx 600 que vous voulez dire, ou alors l'Eurostoxx ou le 50. Mais l'Eurostoxx 500, il me semble que ça n'existe pas. Ou en tout cas, c'est utilisé, c'est pas du tout un indice qui est surveillé. Par secteur du Stoxx 600, à mon avis, et du S&P 500 sur TradingView. Alors, ça doit être possible. Ça doit être possible. Je ne sais pas si c'est... Alors là, vous avez une watchlist. Donc, si vous trouvez les indices, je sais qu'il y a... là, alors, Stoxx 600, Stoxx 600 banque, vous voyez, FSTB. Maintenant, est-ce qu'on a tous les secteurs? Ça, c'est une question que je ne saurais vous répondre.
Est-ce qu'il y a tous les secteurs du stock 600 ou alors du S&P 500? Oui. S&P banque. Alors, indice. Alors, vous voyez, il y a énergie ici pour l'indice, pour le S&P 500. S&P 500, equally weighted, growth, energy, industrial, financial. Donc là, sur le S&P, vous avez, vous voyez, c'est ici. Par contre, sur le stock 600, j'ai pas l'impression qu'il y a des indices sectoriels. Voilà. Ce qui est étrange dans ce contexte de spread, c'est que l'Espagne peut rebondir graphiquement. Incroyable, non. Alors en fait, oui, c'est ce qu'on appelle la contagion. C'est-à-dire que les investisseurs ne sont pas seulement inquiets sur la situation en Italie, mais sont inquiets qu'il y ait ensuite une répercussion sur les marchés obligataires des pays les plus sensibles, les plus fragiles de la zone euro, qui sont les pays du Sud, hein, qui sont les pays du Sud de la zone euro. C'est-à-dire Espagne, Italie, Portugal. Ces trois pays sont considérés comme les pays les plus fragiles, tout comme l'Irlande. C'est pas un pays du Sud, mais l'Irlande, je ne sais pas si on a le taux ici, s'il y a le taux IT. IT. Alors le mieux, c'est qu'on est sur FR TradingView. On va dans marché, obligations, Europe. Donc GP, voilà, Espagne, Italie, Belgique, Grèce. Voilà, on a IE. Donc c'est IE. Et vous voyez que le 10 ans, ici, il est en hausse également. 10 ans en hausse, bon, c'est très léger, hein, c'est du à peine 1%, donc on peut pas dire qu'il y a une contagion sur l'Irlande. Mais par contre, on voit sur l'Espagne, le 10 ans, il prend quand même 1,77, ce qui est pas non plus énorme, mais quand même. Et le Portugal, alors, il n'y a pas le 10 ans, qui n'est pas référencé ici. Ah, c'est ici, il n'y a pas le logo par contre. 1,27, donc c'est pas non plus hyper important. Par contre, on voit que les taux à court terme, plus 36%, plus 37 sur le Portugal, plus 37 sur le Portugal, l'Irlande moins 4,88, donc ça veut dire qu'à court terme, enfin la dette à court terme irlandaise est payée pour le moment. Donc ouais, il n'y a pas de contagion sur l'Irlande. Donc vous voyez, à court terme, hein, l'italien c'est du plus 25, plus 19%. Le 5 ans, le rendement à 5 ans, il prend 30 points de base ce matin. Et pour l'Espagne, le 5 ans, il prend 4,58. Et pour le 3 ans, regardez, il prend 100% ce matin. 100%. Donc voilà, l'Espagne qui semblerait être le pays qui est pour le moment le plus impacté par la situation en Italie, suivi par le Portugal. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a du coup, je regarde indice, marché indice, indice de devises, secteur S&P, vous voyez, à mon avis, est-ce qu'il y a les secteurs du stock 600? Ça me semble peu probable. Indice, principaux indices. Oui, on a les principaux indices. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y ait les indices sectoriels du stock 600 ou du l'Eurostock 50. Il y a ceux du S&P, mais pas des autres. Voilà, donc ceci étant dit, je vais passer aux commodities. Donc Brent, hein, techniquement c'est haussier, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, hein, dorénavant. Ça a été confirmé cette semaine par la clôture hebdomadaire vendredi. Vous voyez, clôture hebdomadaire au-dessus de l'ancien sommet annuel. Et donc là, c'est bullish, hein, jusqu'à 90 $ comme on l'avait indiqué la semaine dernière. 90 $, je vous rappelle, c'est pas seulement un seuil psychologique, hein, c'est l'oblique baissière qui vient chercher tous les sommets depuis 2008, 2012, 2014. Et en plus de cela, vous voyez que c'était le support ici qui était un pivot. Ouais, ça a été un niveau quand même important. Donc c'est plus qu'un seuil psychologique 90. C'est une zone de confluence de résistance. Et donc premier objectif 90 $. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir un renversement à 90 $. C'est pas parce que le cours arrive à 90 qu'il faut shorter le Brent. Je vous rappelle, la tendance est votre ami. Donc voilà,
c'est possible de maintenir les positions acheteuses, même au-delà. Tant qu'on n'a pas de renversement du prix, concrètement, on peut avoir 10 résistances. C'est pas pour autant qu'on va forcément avoir un renversement. Voilà, donc tant qu'on n'a pas un renversement du prix, honnêtement, autant rester long. Maintenant, il faut être conscient qu'à 90 $, il y a quand même une résistance assez importante. Et le brut, alors, qui n'a pas inscrit des nouveaux records de l'année, mais vous voyez qu'il revient assis, pardon, cette semaine, qu'il inscrit des nouveaux plus hauts. Vous voyez qu'il a dépassé 74 $, 75,71, donc nouveau plus haut annuel. Et l'équivalent, j'ai envie de dire, des 90 $ sur du Brent, l'équivalent sur le brut. Vous voyez cette oblique. Bon, par contre, cette oblique a que 3 points de contact, pas 4, pas dans le. Attendez. Non, le Brent a également 3 points de contact, pardon. Donc le brut, vous voyez, la zone de résistance, elle est relativement proche, hein, pour le coup. Elle est aux alentours des 78 $. Vous voyez, donc hausse jusqu'à 78. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on aura forcément un renversement de la tendance à 78 $. Mais il faut être conscient qu'il y aura, à mon avis, pas mal de prises de bénéfices, ce qui pourrait provoquer une baisse. Mais c'est pas pour autant qu'il va falloir shorter et viser les 20 $ le baril. D'accord. Voilà, on peut avoir 10 résistances. C'est pas pour autant qu'on va forcément avoir un renversement. Par contre, vous noterez que les indicateurs de momentum indiquent une divergence sur le brut. Vous voyez, les sommets sont de plus en plus bas ici, alors que les sommets du prix sont de plus en plus hauts. Mais voilà, encore une fois, d'un point de vue du prix en hebdo, la tendance est haussière. Le prix est au-dessus de toutes ces moyennes mobiles et la Greenspan au-dessus de son nuage. Le Brent, on revient dessus. Pareil, on a une divergence. Alors, je vais plutôt mettre le RSI, ça sera un petit peu plus lisible. RSI, tac. Vous voyez, RSI divergence. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a une divergence qu'on va forcément avoir un renversement de la tendance. Le prix qui est également au-dessus de ces moyennes mobiles à court, moyen, long terme, et la Greenspan au-dessus de son nuage. Donc voilà, c'est haussier. Le gaz, pareil, oui, en effet, Luc, le gaz c'est bullish. Regardez, gaz c'est haussier. Sur l'hebdomadaire, hein, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. La Greenspan qui rentre dans son nuage. Donc si bien évidemment la Greenspan dépasse son nuage, sort par le haut, ça renforcera la condition bullish. Et en journalier, donc la Greenspan qui est au-dessus du nuage et le prix au-dessus de toutes ces moyennes mobiles. Et par ailleurs, alors ça semble pas très lisible comme cela, j'ai enlevé bande de Bollinger, j'ai enlevé, donc c'est tout, j'ai enlevé point pivot, allez, ce sera un petit peu plus lisible. Voilà, donc gaz qui est sorti par le haut de son canal en septembre, fin septembre, également qui a cassé cette oblique qui a que 2 points de contact, mais bon, que j'ai quand même matérialisé parce que souvent, vous savez, on a un faux breakout et ensuite on a finalement cette résistance qui a 2 points de contact qui peut faire office de résistance dans le futur. Donc j'ai quand même matérialisé, mais vous voyez qu'on est au-dessus de cette oblique du canal, mais également de cette oblique. Donc là, voilà, c'est momentum bullish. Et sur du journalier, on a la Greenspan qui est également au-dessus du nuage et le prix au-dessus de ses moyennes mobiles. Donc voilà, c'est bullish. La prochaine résistance que je constate et dont le gaz pourrait venir chercher, c'est les, vous voyez, 32,65. 32,65, c'est la résistance. C'est la résistance pour le gaz. Donc en fait, les hard commodities, un gaz, pétrole, c'est les commos qui sont haussières. Sinon, le reste, c'est stable. Hein. C'est stable. Si on regarde l'or, c'est stable à 1193. Au-dessus des 1180, c'est boule. L'argent, pareil, stable. Le cuivre, on a eu un rebond, mais globalement, on n'a pas de bull market. Hein. On reste dans une tendance qui est baissière, sous moyenne mobile à 200 et la Greenspan sous nuage. Et pareil pour le nickel. Nickel, sous moyenne mobile à 200 séances et la Greenspan sous nuage. Donc voilà. À part finalement les prix d'énergie qui sont en hausse, les métaux et les soft comos, parce que j'ai pas fait un tour sur les soft comos, mais si on regarde par exemple le blé Chicago, allez. Ah, le blé Chicago qui se tient plutôt bien, mais vous voyez qu'on a une tendance qui est un petit peu plus mitigée, c'est-à-dire que le prix est sous le nuage, la Greenspan qui teste qui est passé sous la Senkou Span B, donc ça c'est un signal baissier. Et le RSI qui est à 45. Donc qui dit un RSI à 45 dit un momentum qui est bearish. Bon, le seul argument en faveur d'une hausse, c'est qu'on a le prix au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances. Voilà. Qui est en noir ici. Mais sinon, concrètement, on voit bien qu'on n'a pas un optimisme aussi convaincant que sur les cours de pétrole.
Voilà donc pour ce point de marché, en clair, bullish CAD, encore une fois, AUD, NZD, vente, que ce soit du court, moyen, long terme, tant qu'on n'a pas d'amélioration ou en tout cas de perspectives plus optimistes sur les relations commerciales États-Unis-Chine, eh bien ces deux devises sont sous pression, tout comme les métaux hein, qui seront sous pression tant qu'on n'a pas de perspectives plus optimistes. Concernant l'euro et le dollar, alors le dollar est haussier sur du court terme et il a encore une toute petite marge de hausse, on l'a vu sur le dollar index équipondéré. L'euro du coup devrait a des chances de s'enfoncer à 1,15, peut-être pas en dessous, en tout cas tant que le prix reste au-dessus de 1,15, eh bien il n'y a pas de stratégie vendeuse à mettre en place sur du moyen terme. Par contre, si l'euro-dollar demain passe sous 1,15, faudra se poser la question de vendre jusqu'à 1,14 voire 1,13. Mais tant qu'on est au-dessus de 1,15, c'est très compliqué de vendre l'euro-dollar. Voilà, donc euro-dollar à surveiller, mais en tout cas il devrait rester sous pression tant qu'on a ce spread Italie-Allemagne qui est en hausse. Regardons à nouveau ce spread Italie-Allemagne. Ouais, vous voyez, 300 points de base, c'est la résistance. Hein. La résistance, bon, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas dépassée, mais pour le moment, elle tient. Pour le moment, elle tient. Par contre, si on a un passage au-dessus, si on a une clôture de ce spread au-dessus des 300 points de base, l'euro-dollar aura des fortes chances de s'enfoncer sous 1,15. Voilà. Donc à surveiller ce spread, c'est vraiment un indicateur à surveiller particulièrement pour non seulement du court terme, mais également du moyen et du long terme. Voilà, donc j'espère avoir été clair pour ce point de marché. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, pour votre présence, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain pour mon prochain point de marché.